Ici, vous avez mis en cause une personne morale, hein, par rapport aux faits infractionnels que cette personne morale aurait commis. N'est-ce pas? Alors, le tribunal justement pose la question de savoir est-ce que la personne morale peut délinquer? Ça paraît une situation inhabituelle. Hein. Peut-être c'est le premier cas que le tribunal de Séan connaît en cette matière. Certes, tous à l'université, on a appris que la personne morale ne peut pas délinquer. Un principe absolu ou pas. Ici, Monsieur le Président, nous sommes dans les infractions prévues non pas par le Code pénal livre 2, mais des infractions prévues par le Code du travail et la loi sur la sécurité sociale, le principe général de la sécurité sociale, qui prévoit des infractions à l'égard d'une personne morale. À son article 321 du Code du travail et 188 de la loi sur le régime général de la sécurité sociale. Voilà le siège de la matière. Nous ne sommes pas dans le Code pénal livre 2. Ici, nous sommes dans la loi sur la sécurité sociale et le Code du travail. Et censé connaître tout. Effectivement, le tribunal, nous connaissons tout. Le Code du travail prévoit des préventions. Hein? Des préventions pour des manquements commis par des organes qui administrent, parce que c'est la question qui se pose ici, parce qu'il se pose un problème avec l'assignation. Vous avez posé le principe qu'une personne morale ne peut pas délinquer. Mais une personne morale, effectivement, bon, sans pour autant avoir l'idée d'opiner, de donner son point de vue par rapport à tout ça, le tribunal veut justement rappeler par rapport à ce principe que le tribunal devra justement donner son point de vue par rapport à cet élément très important que nous sommes en train de soumettre à votre disposition. Et c'est depuis la nuit de temps, moi, je ne sais pas si c'est depuis la nuit des temps, ce principe n'est pas absolu. Il y a même des jurisprudences en cette matière de responsabilité pénale de la personne morale. Une jurisprudence qui date de très longtemps, je ne sais pas pourquoi le prof ne nous a pas appris ça, qui date depuis 1974, la Socobank. La loi sur le change réprime les infractions commises par la personne morale. Aujourd'hui même, la loi sur le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme réprime les infractions commises par la personne morale. Même la loi sur le VIH-Sida réprime les infractions commises par une personne morale, pas physique, mais morale. Ces lois-là constituent une exception au principe posé par le Code pénal livre 2. Il ne faut pas croire que le tribunal paraît novice dans cette notion des infractions au code du travail. Non. Un employeur qui ne délivre pas, par exemple, un certificat ou une attestation de fin de service, tombe. Il y a des préventions, il y a des sanctions qui sont prévues par des pénalités, en fait, je parle en termes de pénalités, prévues par le Code du travail. Mais ici, il se pose un problème de l'organe qui anime la personne morale. Vous voyez ça? Ce n'est pas que le tribunal ne connaît pas. Le tribunal connaît qu'il n'y a pas que le Code, même quand on dit le principe de la légalité, l'article 1er du Code pénal congolais, qui prescrit justement cette disposition des principes de l'alignement criminel que vous connaissez tous, les ABC du droit. Ne dit pas que c'est seulement les codes pénals congolais qui circonscrit seulement de prévention. Nous avons le code forestier, nous avons le code minier, partout où il y a des peines prévues, la loi pénale s'applique. Et chaque prévention, justement, hein, est vraiment, comment dirais-je, est prévue dans le cadre
d'une violation quelconque dans un code de la famille, code du travail, code forestier, code de la mer, même partout. Ce qui fait que lorsqu'on se retrouve dans ce cas-là, chaque prévention a ses éléments constitutifs. Et c'est toujours la sortie d'une peine, qui peut être une amende ou emprisonnement. L'article 5 du code pénal le dit. Peut-être l'emprisonnement ou l'amende. Mais dans les cas sous examen, vous mettez sur le dos de la société, voilà, de la personne morale, les préventions, comme vous avez énuméré là, non de livrance, non, voilà, tous ces éléments-là. C'est prévu par le code du travail. Vous voyez ça. Mais ici, nous sommes en train de juger, alors le code pénal, la personne morale doit être représentée. C'est cela, la personne morale doit être représentée, est animée. La personne morale ne vient pas comme ça là. Non, la personne morale est représentée, a des organes de personnes physiques qui l'animent. À tel point que lorsqu'on l'accuse, mais c'est cette personne qui vient, les avocats sont là. On peut demander la procuration. Donnée par qui? Ce n'est pas la personne morale en général. Les statuts de la personne morale disent que non, non, telle personne représente la société à tel endroit. Mais dans les cas sous examen, ils viennent, les mandats de la personne, ok, la personne morale a donné mandat. Qui? Ce n'est pas la personne morale au sens de... Voilà, c'est ça les questions de droit. On le reprend, le tribunal n'est pas novice dans ce domaine. Ce n'est pas novice. Très bien, Monsieur le Président. Voilà. Ce débat, c'est vraiment un débat au jour d'aujourd'hui. Et il a été soumis au tribunal des grandes instances dans une des affaires. En matière pénale, la personne morale est une personne à part entière qui a une personnalité distincte de celle de son dirigeant. Monsieur le Président. Donc, ce n'est pas le dirigeant qui va mettre en jeu son patrimoine, mais c'est la personne morale qui existe comme telle, qui a une adresse, qui a un patrimoine, qui a un nom, qui existe en droit. C'est cette personne morale-là qui doit répondre comme le veut l'article 321 du Code du travail. Il veut que ça soit l'employeur directement. Si c'est une personne physique, comme un établissement, l'employeur est une personne physique, c'est la personne physique qui répond. Si c'est une société, c'est la société comme telle qui répond. Parce qu'elle existe en droit. Et aujourd'hui même, la définition des fictions juridiques a disparu. Parce que la société aujourd'hui, ce n'est pas une fiction juridique. C'est une personne qui existe effectivement, qui pose des actes. Je reviens sur la notion de fiction juridique. Si le législateur a voulu, ou bien la doctrine, et la jurisprudence, ou la doctrine, prenons beaucoup plus la doctrine, pas la fiction juridique, ici, on fait beaucoup plus allusion à une personne physique. Personne physique qui a le sang, qui circule dans le sang, donc qui a le sang qui circule dans les veines. Si on met la notion de personne, la personne, on personnifie une entité. Voilà, c'est ça en fait ce que je voulais dire. Si, ici, on est en train de personnifier une entité. Quand on personnifie une entité, c'est comme si on fait d'une entité une personne qui existe. C'est une fiction. Pour que cette personne existe, a des attributs d'une personne physique. Notamment, elle doit avoir un patrimoine. Mais cette fiction, cette personne morale qui est une entité, agit au travers de ses organes. Et le tribunal va plus loin. C'est une façon même déjà c'est un bon débat. Nos enseignants ont un caractère pédagogique. En fait, lorsqu'on fait allusion à ça, c'est quoi? C'est que la personne physique, l'État congolais ne vient pas, l'entité, une province ne vient pas comme ça. Une province ou une entité, une personne vient toujours au travers d'un organe. Une ONG a toujours des représentants. N'est-ce pas? Ces représentants n'engagent pas leur responsabilité pénale en tant qu'individu. Ils viennent au nom de leur entité. Cette fiction qui fait que cette personne morale, qui n'est pas en principe la personne qui a les doigts, la bouche, le nez, mais une personne qui a, bon voilà, on n'a pas peut-être avec le temps, on inventera peut-être on aura peut-être un nom à cela, mais pour l'instant, le vocable reconnu, c'est une personne à laquelle on ajoute morale.
différente de la personne physique. La personne physique elle-même vient, comme vous êtes là devant nous. Mais la personne morale, elle vient, c'est pas pour qu'il y a des statuts. Les statuts indiquent à leur sein quelle est la personne ou quel est l'organe. Cet organe-là, c'est la personne. Quelle est la personne qui doit me représenter en cas de tel, qui doit donner mandat aux avocats. Cette personne, quand elle vient, si dans le cas du code de la famille, du code du travail, si on condamne la loi, le juge va dire c'est la société, mais au travers qui est venu. Mais si rien n'engage pas cette personne, on ne va pas prendre son patrimoine. On prendra parce que la personne morale, la fiction juridique, a également son patrimoine. On ne va pas le prendre sa voiture, sa maison, ou bien sa valise ou son lit de la personne physique qui anime la société. C'est la raison pourquoi les tribunaux auraient voulu, comme ça se passe généralement, que cette personne morale vienne par ses organes. Comme ça, on parle au moins, oui, ils sont là et voilà. Si c'est la personne morale qui avait saisi votre tribunal, vous parlerez des organes qui, c'est justement les bien fondés des statuts qui donnent le pouvoir aux personnes qui doivent agir en lieu et place de l'organe. Mais ici, ce n'est pas la société qui vient vous saisir. C'est une citation dirigée contre la personne morale. Ce n'est pas la personne morale qui vous a saisi. Par contre, c'est une citation dirigée contre la personne morale. Comme telle. Avec vous, avec la partie citante, parce que c'est la partie citante qui saisit le tribunal devrait circonscrire voilà, les tenants, les aboutissants de votre action directement devant nous, sans passer par le ministère public. Nous devons quand même nous retourner auprès de la partie citée, la société, la fondation, qui puisse nous donner. Maître, souffrez qu'on revienne auprès de vous. Nous avons eu des débats assez pédagogiques et scientifiques là-dessus. Vous avez un autre mot à dire. Moi, je revis par rapport au préalable. Donc nous avons plusieurs préalables. C'est une action à problème. C'est une action à problème. C'est un mort-né juridique et qui ne saura jamais produire des effets. Il y a plusieurs moyens. Ça, c'est les moyens que le tribunal vient de soulever. Là, c'est les deuxièmes moyens que nous en avons ici. Deuxième moyen. En lisant cette citation directe, on se disait qu'on est en République démocratique du Congo et il s'agit d'une nouvelle loi. Mais allez-y, vous avez la parole pour le voler. Parce que ça vient en deuxième position. Parce que ici, je soulève le préalable. Là, c'était des observations. Et, votre honneur, le premier moyen de préalable, c'était la mauvaise direction. Mauvaise direction, pourquoi? Et là, nous comprenons pourquoi la partie citante à vous saisissant a sciemment omis de mettre la forme de la personne morale. L'omission nous impose, même avant de demander des préalables, qu'on puisse identifier. C'est ça la difficulté, votre honneur. Mais justement, c'est cela en fait. Qu'on puisse identifier, oui, justement, cette personne morale. Qui serait identifié? Eh bien, la personne morale. Je pense que c'est de leur droit. On va décider au moment opportun. Parce que le conseil gratuit n'a pas servi. Cette personne morale, vous savez, c'est les juges qui créent la jurisprudence. N'est-ce pas? C'est les juges qui créent la jurisprudence. C'est parfois les animateurs des universités et les animateurs de tribunaux, de juridiction qui créent la doctrine. Donc vous comprenez que le tribunal de paix à Sosa pourrait rentrer dans la ligne des acteurs, des créateurs de jurisprudence par leurs décisions. Mais ce n'est pas exclu. Nous avons eu même des trucs de 1919, 1911, tribunal de première instance de Coquilhac-Ville. Voilà. Donc, nous devons quand même identifier cette personne morale. C'est qui? Avant qu'on puisse justement... voilà. Vous venez quand même, vous avez un mandat. N'est-ce pas? Vous êtes avocat, vous avez un mandat. Vous avez un mandat de qui? Et quelle est cette personne morale qui vous donne mandat de venir parler vers nous en ce jour? Comme ça, on va vous donner la parole pour des préalables que cette personne morale pourra soulever. La fondation Tête de 25 Asbel, la forme de la société. Et
La fondation est représentée en justice par son président. Oui, 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 oui. Représenté en justice par son président, M. Benjamin Tatete, Okitason, et qui nous a donné procuration à comparaître à l'audience de ce jour. Vous avez l'acte constitutif. L'acte constitutif est là, vous avez les statuts sociaux. Donc, vous avez la personne morale représentée. Votre honneur, cette action, en faisant l'étude, c'est une action exceptionnelle et nouvelle. Votre honneur, je voudrais avoir l'attention du tribunal. Nous avons relevé plusieurs nombres d'exceptions, plusieurs exceptions, même les exceptions péremptoires. Et heureusement, par rapport à la personne morale, ça vient en deuxième position. Mais la première position, nous nous sommes posé la question, comment une personne qui prétend avoir œuvré au sein de la Fondation Tatete 25R Asbel pendant une année peut oublier la dénomination de son employeur? Est-ce que c'est fait pour besoin de la cause? Peut-être que c'est stratégique, parce qu'on sait que l'action pénale contre la personne morale est une impossibilité juridique. Alors, pour tromper la vigilance du tribunal, on omet la forme de la société et on dit Fondation Tatete 25R. On se limite là et on se pose la question, il s'agit d'une dénomination d'une personne physique, d'une société ou d'une fondation? Parce que nous estimons, par rapport au statut que nous avons versé au dossier, la forme de la société fait partie du nom de la société. La forme de la société fait partie de la dénomination de la société. Et au nom du principe d'imitabilité de nom, où l'orthographe de nom doit être respectée, l'ordre de nom doit être respecté, votre honneur, vous allez constater que les noms repris dans les statuts et les noms repris dans la citation directe ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Donc, nous sommes amenés par devers vous, nous avons comparé tout simplement parce que l'exploit est déposé au siège de la Fondation Tatete 25R Asbel. C'est cela qui nous donne le droit, avec pièce à l'appui, de pouvoir comparaître. Mais nous vous disons que l'action ici, c'est contre une tierce personne qui n'est pas Fondation Tatete 25R Asbel. Il y a une mauvaise direction. Et cette mauvaise direction doit être constatée par une décision judiciaire. On se pose la question, par quelle magie juridique l'on pourrait transformer la dénomination de Tatete 25R Asbel à la Fondation Tatete 25R tout court? En médecine, il y a quand même de l'impossible. On peut créer l'impossible avec l'hypothèse de césarienne. Mais en droit, ça n'existe pas, votre honneur. Qu'est-ce qu'on est en train de poursuivre devant une telle action, votre honneur? C'est les 64 000 $ en termes de dommages et intérêts. Mais les moyens des droits, le respect de la forme, qui doit vous amener jusqu'à obtenir la réparation, ne sont pas respectés. Donc, l'on veut l'argent facile. Au lieu de poursuivre Tatete 25R Asbel, votre honneur, on poursuit Tatete tout court. Certains feront mieux d'obtenir l'âme à jouer et se mettre devant la banque pour obtenir 64 000 $. Mais ici, on choisit les moyens juridiques faibles. Il vous plaira, votre honneur, par voie de conséquence, de dire cette action irrécevable pour la mauvaise direction. Et si par miracle, votre auguste tribunal passait outre ces moyens, à ce moment-là, il dira cette action irrécevable en vertu du principe societas delinquere non post. L'irresponsabilité pénale d'une personne morale. La société ne délinque pas. Pourquoi la société ne délinque pas, votre honneur?
Parce qu'elle est dépourvue de l'intelligence et de la volonté coupable. L'établissement d'une infraction requiert, votre honneur, l'élément moral, qui est la capacité de vouloir. Et cette capacité de vouloir, jamais vous trouverez auprès d'une personne morale, parce que cette personne morale est animée par ses organes, animée par les personnes physiques. C'est comme ça. Le principe societas delinquere non potest interdit toute action pénale contre une personne morale qui ne remplira pas un élément constitutif de l'infraction. Et parce que la citation directe est en train de forcer la main du ministère public. Voilà dans quel bateau on amène le ministère public, dans quelle difficulté, dans quelle fiction juridique. Votre honneur. L'on sollicite c'est que la société personne morale soit condamnée aux amendes, votre honneur. Il y a des conséquences. Parce que cette personne morale est animée par les organes personnes physiques. Et ces personnes physiques ont apporté en termes de contribution leurs biens. Et ces amendes n'affecteront pas la personne morale, mais affecteront les personnes physiques qui ne sont pas appelées à cette audience. Comme une infraction qui ne les concerne pas, mais pour la condamnation, ce sont les personnes physiques. C'est comme ça que les savants de droit, votre honneur, ont pensé que l'on ne peut pas poursuivre une personne morale. Il y a quelques exceptions peut-être prêtes pour les questions liées à matière commerciale. Mais de manière générale, la personne morale ne délinque pas. Vous direz donc que cette action irrécevable en vertu des principes que nous venons de citer. Et si par l'hypothèse de l'impossible, ou par absurde, ou par miracle, le tribunal passait outre ces moyens, qui a d'ailleurs constitué une sorte de conseil, on pourrait arrêter l'audience à ce niveau-là. Mais parce qu'on s'obstine, on veut nécessairement, parce qu'au bout du procès, on voit la réparation de 64 000 $. Il faut aller jusqu'au bout pour obtenir cette réparation, peu importe les moyens de droit. Comme une dame qui a tenu une arme à jouer pour braquer une banque. Donc, l'essentiel ici, c'est l'argent. Et les deux cas, votre honneur, ont la même nature. La différence, c'est sur la procédure et la méthodologie. Vous direz cette action irrécevable. Si par miracle, ce moyen n'a pas été reçu par les tribunaux, il y a prescription. Ça, c'est un moyen péremptoire. Et on ne pourrait pas passer outre, on pourrait arrêter l'audience à ce stade-là. Vous prenez la citation directe. L'on vous dit, le contrat a été résilié en date du 9 septembre 2024. C'est un moyen péremptoire. Vous prenez la citation directe. Parce que la citation directe doit indiquer la nature des faits, le lieu de commission de l'infraction et la date de commission de l'infraction. Ils ont respecté ce principe, ils ont indiqué la date de commission de l'infraction, c'est le 9 septembre 2024. Et lorsque vous prenez le Code pénal congolais, livre 1, dans son article 24, on dit les infractions qui ne sont punies que d'une amende sont prescrites d'un an révolu, votre honneur. Donc, lorsqu'une infraction est punie seulement d'amende, il y a prescription d'une année révolue. Et lorsque vous prenez, parce que c'est toutes les dispositions là, aucune pénalité liée peut-être à la servitude pénale ou à la peine de prison, seulement peine d'amende. Et l'article 24 du Code pénal, le livre 1, dit, lorsqu'il s'agit de peine d'amende, il y a prescription après une année. Vous prenez la date de commission de l'infraction, le 9 septembre 2024, au 9 septembre 2025, prescription. Votre honneur. Et la citation directe d'initier votre honneur en date du 14 novembre 2025.
Au nom de quel privilège il pourrait initier les actions même en dehors des délais prévus par la loi? Même s'il sortait de la cuisse de Jupiter, votre honneur. La loi dit, après une année, lorsqu'il s'agit seulement d'amende, votre honneur, lorsqu'il s'agit seulement d'amende, c'est après une année. Et ici, nous venons de démontrer, chaque paragraphe, il y a 4 paragraphes ici, pour 4 préventions. Et pour toutes les préventions, la date de cristallisation des infractions, votre honneur, c'est le 9 septembre. Et là, nous sommes déjà au mois de novembre, une année après. C'est une exception péremptoire. En réalité, l'honnêteté scientifique voudrait que, même de notre côté, nous devons s'incliner et permettre au juge de faire notre travail. Mais parce qu'on doit poursuivre. Votre honneur, cette action vous allez déclarer cette action irrécevable pour défaut de qualité. Voilà une personne qui vous saisit. Il vous dit, pendant l'exécution de son contrat du travail, l'on n'avait pas organisé une élection pour les syndicats, l'on n'avait pas organisé un comité d'hygiène et d'embellissement, votre honneur. Et il considère que là, il s'agit des infractions, on doit nous condamner par des peines d'amende. Alors, lorsque vous prenez l'article 187 du Code du travail et l'article 188 du Code du travail qui détermine les missions de l'inspection du travail. Parmi les missions de l'inspecteur du travail, les missions consistent au contrôle et à l'application de la législation en matière du travail, votre honneur. Et l'article 88, il dit, cette compétence est une compétence exclusive à l'inspection générale du travail. Ça va, même pour constater que le comité d'hygiène n'a pas été instauré, même pour constater que, votre honneur, il n'y a pas eu élection, ce n'est pas n'importe qui. L'article 88 dit que cette matière-là, c'est une matière exclusive. L'inspecteur du travail en est jaloux. Il n'en partage pas avec d'autres organes, même avec les travailleurs. Au nom de quoi un travailleur? C'est une sorte d'inspection du travail qu'on est en train de faire à la Fondation TVC par un travailleur. Est-ce que vous avez le comité d'hygiène? Est-ce que vous avez organisé les élections? Voilà le type de procès en 2025, bientôt ça sera 2026. C'est une sorte de recul sur le plan des droits. Il n'en a pas qualité au regard des articles 187 et 188 du Code du travail. Et là, il y a même un défaut d'intérêt. Il a quel intérêt? Si le comité d'hygiène n'a pas été organisé, lui n'est qu'un simple travailleur, il est lié à son contrat. Les derniers moyens, votre honneur, voilà une action qui nous donne plusieurs moyens. En tout cas, si le tribunal arrivait à vider tous les moyens et à les déclarer recevables, non fondés, ce qui étonnerait certains, il dira au moins de cette action, votre honneur, nous allons solliciter au tribunal, dans ces cas, parce que c'est les derniers moyens, ça pourrait être examiné lorsque les autres moyens sont paralysés, il y aurait surséance pour inconstitutionnalité. Il y a l'inconstitutionnalité. Si le Code du travail tel qu'on est en train d'évoquer, les articles violés là, parce qu'on dit, dans toutes les matières, même en matière du travail, on peut condamner la personne morale. Nous disons, dans cette hypothèse, le Code du travail, dans ces articles évoqués, violerait certains droits, certains articles de la Constitution. Nous prenons, il s'agit des articles 17 et l'article 34 de la Constitution. L'article 34 dit ceci: la propriété privée est sacrée. Et l'article 17 il dit la responsabilité pénale est individuelle.
Nul ne peut être arrêté, poursuivi et condamné, surtout condamné, pour fait de tout. Prenons l'hypothèse où, par une fiction, le tribunal arrivait à condamner la fondation, qui est une personne morale. Mais en réalité, ceux qui vont exécuter la peine de l'amende, ce n'est pas la personne morale, ce sont les personnes physiques dont les biens ont constitué le patrimoine de la fondation. Et lorsqu'on dit, la Constitution dit que la responsabilité pénale est individuelle, ça veut dire que si la fondation comme personne morale a commis des infractions, il faudra que cette fondation soit poursuivie elle-même, même pour les amendes. Mais c'est une impossibilité juridique. Parce que la condamnation d'amende sera exécutée par les personnes physiques et sur leurs biens. C'est comme ça qu'ici nous avons évoqué l'article 34, la propriété privée est sacrée. Au nom de quoi, pour les personnes physiques qui n'ont pas été appelées à cette audience, on pourrait exécuter sur leurs biens. Alors ces biens sont garantis par la Constitution. Dans cette hypothèse, votre honneur, nous disons, si l'on voudrait faire croire que les codes de pénal, code du travail, est en train, même par rapport à ces dispositions pénales, de viser même les personnes morales, nous disons en visant les personnes morales, ils touchent sur le bien des personnes privées, ils violent l'article 34 de la Constitution et l'article 17 de la Constitution. Et l'article 160 de la Constitution dit ceci. Le juge constitutionnel est le juge d'exception d'inconstitutionnalité. Et si devant une juridiction, cette exception d'inconstitutionnalité, là je suis à l'article 160 in fine, cette exception venait d'être soulevée, la juridiction devant laquelle l'exception d'inconstitutionnalité est soulevée, sursoit à statuer et saisit toute affaire cessante la Cour constitutionnelle pour que cette dernière, qui a le monopole d'examen, de statuer sur le fondement de l'inconstitutionnalité, puisse vider le fond des litiges. Et dans ce cas, il s'agira donc d'une question préjudicielle qui matériellement, votre honneur, échappe à votre compétence. Et dans ce cas, c'est le dernier moyen. Dans ce cas, et ce moyen pourrait être traité en dernier ressort, il y aurait la surséance. Parce que nous venons d'évoquer la violation d'une disposition législative, qui est la loi, le code du travail, votre honneur, par une action devant la justice. Et on dit que lorsque cette exception est soulevée, tout le monde s'incline. Moi, je commence déjà par m'incliner. Et j'attends la décision du tribunal. Nous avons dit votre honneur. La loi exige à votre tribunal pénal d'identifier les prévenus. En matière civile, il n'y a pas d'identification de partie. Mais en matière pénale, il y a l'identification du prévenu. Pourquoi vous l'identifiez? Ou pourquoi vous l'avez identifié? Ce n'est pas une simple formalité, Monsieur le Président. Sinon, il y aurait une question d'obscurité même du libellé. Si la fondation Tatete prétend que ce n'est pas elle qui est poursuivie, de bon à la loi, elle se retirerait, ou le confrère se retirerait, parce que ce n'est pas la fondation Tatete qui est poursuivie. Et votre tribunal, par sagesse, Monsieur le Président, la barbe blanche, les cheveux blancs, c'est pas au hasard, c'est la sagesse, Monsieur le Président. Vous avez procédé par l'identification de parties. Et vous avez identifié la prévenue. Est-ce qu'il y a encore un problème qui se pose sur son identification? Il n'y a plus? Sans objet? Deuxième moyen, Monsieur le Président. La société ne peut pas délinquer. J'aime bien, tous nous avons étudié ça. Mais le droit est en pleine transformation. Même à l'époque, c'est pas pourquoi le prof ne nous ont pas appris ça. Déjà en 1974, la Socobank a été condamnée, une société a été condamnée pénalement. Nous sommes en 74, conformément à la loi sur le change. Elle pratiquait des devises interdites par la Banque centrale, par la Banque nationale du Zaïre. Déjà, le prof devait faire une incise sur le principe
de la responsabilité, de l'irresponsabilité pénale de la personne morale. Ils nous ont appris in globo, comme si ces principes étaient absolus. Heureusement, dans les livres du prof Nyabirung, il a dit que ce principe n'est pas absolu. Et c'est lui qui donne cette jurisprudence, pour ceux qui lisent. Cette jurisprudence se retrouve dans les livres du professeur Nyabirung, droit pénal général zaïrois. Il donne cette incise. C'est-à-dire il y a de lois spéciales qui dérogent aux principes posés par le code pénal. Nulle part dans le code pénal congolais, on responsabilise la personne morale. Nulle part. Nulle part. Et c'est le droit pénal renfermé dans le code pénal que nous, on a étudié à l'université. Alors que le code pénal seul ne renferme pas tout le droit pénal congolais. Or, il y a de lois spéciales, je vais énumérer 3 ou 4, par pédagogie, monsieur le président, votre, qui rendent responsable pénalement la personne morale. C'est vrai, c'est une nouvelle notion, on n'est pas habitué. Même pour enrôler cette affaire, monsieur le président, une parenthèse, ça n'a pas été facile. On a dit, mais ça, ce n'est pas ici, c'est quoi ça, tout ça. Il fallait rencontrer les présidents qui a compris et qui a ordonné à ce qu'on enrôle là. Si les greffiers ne comprenaient pas, c'est une première, c'est quoi cette action, on n'a jamais connu ça. Les syndicats, ça vient faire quoi ici au tribunal de paix? C'est normal, on est habitué au code pénal livre 2. La personne morale, il y a de lois spéciales. Vous êtes esclave de la loi qui vous dit que la personne morale peut délinquer. C'est la loi qui vous dit ça. Une flopée de lois. Vous avez le premier, c'est où? La première, c'est le Code du travail. La loi portant Code du travail. En son article 321, qu'est-ce qu'il dit? Sont punis d'une amende qui ne dépasse pas 20 000 francs congolais constants les auteurs des infractions aux dispositions des articles 103 qui prévoient les bulletins de paye. 216 qui prévoit le comité d'hygiène, etc. 255. Ça, c'est la loi. Le législateur vous dit. Vous avez la loi sur le régime général de la sécurité sociale. En son article 128, dispose ceci. Est puni d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs congolais constants l'employeur qui omet de déclarer les débuts de ses activités à la CNSS. Vous avez la loi sur le VIH-Sida. En son article 42, qui dit ceci, est puni d'une servitude pénale de 1 à 6 mois et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais ou de l'une de ces peines seulement, toute personne coupable de stigmatisation ou de discrimination à l'endroit d'une personne vivant avec VIH-Sida et des personnes affectées. Ce qui devient intéressant, c'est ceci, monsieur le président, votre honneur. Lorsque le coupable est une personne morale. Ah, donc le coupable peut aussi être une personne morale? Mais bien sûr. Elle est punie d'une amende minimale égale au triple du montant prévu par l'alinéa précédent. C'est des lois spéciales qu'on est en train d'énumérer qui constituent l'exception au principe. Monsieur le Président, vous avez l'article 27 de la loi sur le blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, prolifération des armes de guerre, qui vous dit ceci. Au sens de la présente loi, on entend par financement du terrorisme tout acte commis par une personne physique ou morale. Donc une personne morale peut aussi commettre un acte de terrorisme. Ah,
Ah, mais bien sûr. Est-ce que le code pénal le dit? Mais non. Il y a la loi sur le blanchiment de capitaux qui le dit. Monsieur le Président, nous chutons par la doctrine. Donc, qu'on ne reste pas dans une connaissance aujourd'hui déjà de passé. Ce n'est plus une connaissance au jour d'aujourd'hui. Parce que c'est l'exception qui fait la règle. Je crois que votre tribunal, j'ai confiance en votre tribunal. C'est un tribunal de aguerris qui vont perforer le droit pour nous donner une décision de principe, une jurisprudence. Monsieur le Président, un tribunal qui va s'époumoner dans nos recherches pour nous donner une décision à laquelle nous allons tous nous plier. Et devant le droit, on ne s'enorgueillit pas, Monsieur le Président, votre honneur. Et donc la personne morale peut délinquer. S'il y a de loi spéciale qui incrimine cette responsabilité. Prescription. Prescription. L'estimé confrère a dit que c'est péremptoire, bien sûr, je suis d'accord avec lui. Même si, bon, on n'est pas de la même école, mais on est du même... On a connu le même maître. Monsieur le Président, la prescription. Il se fonde sur l'article 24 du Code pénal, livre 1er. Toutes les infractions qui sont punies d'une amende sont prescriptibles après une année. Totalement d'accord avec lui. Ça, c'est du bon droit, c'est le principe. Et ça, c'est connu de tous. Et ça, on appelle l'ABC du droit. Un juriste qui ne connaît pas ça, en tout cas, il ne l'est pas. Mais ici, nous sommes maintenant dans les nuances, dans ce que tous les juristes ne connaissent pas. Monsieur le Président, c'est comme de la magie. Hein. Le Christ, quand il a fait la transfiguration, il y a des apôtres qui n'étaient pas avec lui. Hein. Il a dit aux apôtres qui étaient autour de lui, ne dites pas aux autres. Ça, c'est une connaissance, la vraie connaissance. C'est quoi cette connaissance, Monsieur le Président? La matière de la prescription dans le cas d'espèce. Premièrement, il y a eu interruption de la prescription. Il y a eu les actes interruptifs. Sauf si mon estimé confrère estime que, bon, la plainte devant l'inspecteur n'est pas un acte interruptif de la prescription. Je me plierai. Nous, on apprend tout le jour. La modestie. Il y a eu des actes interruptifs de la prescription. Quels sont ces actes? L'action devant l'inspecteur du travail. Mais à titre purement pédagogique, j'aime bien votre idée. C'est que l'article qui s'applique dans le cas d'espèce, c'est par contre l'article 317 du Code du travail. Qui dit cet article? Les actions naissant du contrat du travail se prescrivent par 3 ans. Sauf le salaire qui se prescrit par 1 année. Ou le droit au voyage, etc., qui se prescrivent par 2 ans. Toutes les autres actions se prescrivent par 3 ans. Mais l'action ici, ou les infractions ici, mais sont nées du contrat de travail. C'est des actions naissant du contrat de travail. Il n'a pas de livret le certificat de fin des services. Il n'a pas de livret la fiche de paye. Ça a disparu, il faut sanctionner, Monsieur le Président. On va se plaindre, mais c'est au juge de ressusciter ce pays. Les bulletins de paye est une obligation sortie d'une peine pénale. Mais si vous ne sanctionnez pas, mais les employeurs vont s'habituer, Monsieur le Président. C'est vous. Vous remplacez Dieu, Monsieur le Président. Vous pouvez ôter la vie de quelqu'un. Et on vous applaudirait, Monsieur le Président. Ici, la prescription, c'est l'article 317. Les actions naissant du contrat de travail. Sans le contrat de travail, on n'aurait pas ces actions. C'est justement pour ça que nous n'avons qu'une seule et unique pièce. Le contrat de travail. Nous n'avons pas deux, vous en avez dans le dossier. Sinon, on aurait dû vous remplir de pièces. Une seule pièce. C'est celle qui fonde cette action. Et c'est l'article 317.
hormis les actes interruptifs de la prescription. Monsieur le Président, votre honneur, prescription. On dit qu'il y a 2 fautes de qualité, l'article 187 et 188 donnent compétence aux OPJ. J'aime bien ça. Lorsque nous lisons, nous, le professionnel en droit, l'article 77 de la loi sur qui porte règlement intérieur de cours, tribunaux et parties, il est dit que la plénitude de l'action publique. Là, nous sommes dans le principe, la plénitude de l'action publique, c'est le ministère public. Ce n'est même pas nous le parti. Et pourquoi nous faisons des citations directes? Alors que la plénitude de l'action publique, c'est le ministère public, procureur général, dans son ressort. Et pourquoi nous faisons des citations directes? Nous mettons en mouvement, nous faisons mettre en mouvement l'action publique, alors qu'elle est de la plénitude du procureur général. Pourquoi? Monsieur le Président. Mais c'est au vu de l'article 54 du Code pénal, du Code de procédure pénale. Toute personne lésée, l'article 77 pose le principe. C'est la plénitude du ministère public. Pas nous. Nous pouvons même nous retirer. Le ministère public va poursuivre. Nous, on est partie civile ici. Il ne va pas dire non, comme la partie civile s'est retirée, ce n'est pas une action liée à la plainte. Comme on sera dans le cas de la bigamie ou de la grivellerie, non, ou de l'adultère. Monsieur le Président. Donc ici, l'article 54 permet à toute personne lésée de vous saisir. Même si la plénitude de l'action publique appartient au ministère public. Il n'y a pas de faute de qualité. Monsieur le Président, on vous dit défaut d'intérêt. C'est des choses en principe qu'on ne peut pas dire en matière pénale. Il n'y a pas de faute d'intérêt en matière pénale. Parce que l'action publique, là, c'est l'action du ministère public. Nous, on ne va pas requérir ici. Nous allons nous limiter à solliciter les dommages et intérêts, point pas. Nous n'allons pas requérir. Parce que ce n'est pas notre action. C'est l'action du ministère public, de l'organe de la loi. Que je vois très, très actif. Je suis sûr qu'il donnera un avis ou un réquisitoire à la hauteur, Monsieur le Président, votre honneur. C'est un débat auquel on n'est pas habitué, hein, généralement, Monsieur le Président. Donc il n'y a pas de défaut de qualité, des défauts d'intérêt en matière pénale. Non, on ne peut pas dire ça. Si une partie n'a pas intérêt, ces défauts d'intérêt peuvent justifier l'acquittement. Mais on ne peut pas d'entrée des jeux dire qu'il y a défaut d'intérêt. Non, s'il n'y a pas intérêt, c'est que c'est l'acquittement. Nous ne sommes pas en matière civile. Monsieur le Président. On vous dit, je crois que c'est la dernière exception, l'inconstitutionnalité. Il semble que c'est les mots les plus longs. Aujourd'hui, l'Académie française a des dictionnaires récents. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres mots plus longs que l'inconstitutionnalité ou l'anticonstitutionnalité, etc. Monsieur le Président. Quel est l'acte anticonstitutionnel déposé devant vous ou attaqué par la partie adverse? On ne soulève pas comme ça, comme... non. Quand on présente un acte législatif, une loi, un arrêté, on vous dit non, Monsieur le Président, cet arrêté est anticonstitutionnel. Viole le droit de la défense. J'ai attaqué il n'y a pas plus d'une semaine une ordonnance abréviative de délai. Le président donne des heures à heure. C'est anticonstitutionnel. Une heure, est-ce que quelqu'un peut fonder sa défense pendant une heure? Non. L'article 19 de la Constitution était violé. Et nous sommes devant la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que j'ai attaqué? J'ai attaqué l'acte, l'ordonnance abréviative de délai du président. En inconstitutionnalité. De heure à heure. C'est anticonstitutionnel, Monsieur le Président. Vous le savez bien. Et quel est l'acte qu'on attaque ici en inconstitutionnalité? La citation directe, ce n'est pas un acte législatif. Quel est l'acte qu'on attaque en inconstitutionnalité devant votre tribunal? Il n'existe pas. Qu'on dit, c'est quel acte qui est attaqué? On parle, l'article 17, la responsabilité pénale est individuelle. Mais bien sûr, c'est justement pour ça, ça rencontre notre débat, Monsieur le Président.
Ou vous vouliez que les représentants de la personne soient cités, mais non. La responsabilité pénale est individuelle. Une personne morale, c'est une personne ayant une personnalité distincte de celle de la personne physique. Elle a un patrimoine, une adresse, même un nom, une dénomination sociale. Monsieur le Président, et on vous dit non mais les associés, comment votre condamnation va se répercuter sur les personnes physiques. Non. L'ONG est une personne à part entière, distincte des personnes physiques. À son patrimoine, à elle, l'ONG, à son patrimoine, à l'ONG, distinct du patrimoine des personnes physiques, des actionnaires, etc., ou de, c'est pas moi, les gens qui associés ou consorts. Donc ici, c'est le patrimoine de la personne morale qui sera entamé par votre condamnation, Monsieur le Président. Que j'envisage, hein, d'ailleurs. Ce tribunal, il est formidable, Monsieur le Président. Formidable. Qu'est-ce qui reste encore? Plus rien, j'allais dire, je vais me comporter comme un juge en étant en rôle. Bon. Monsieur le Président, je crois que nous avons ramassé brièvement toutes les exceptions. Qu'est-ce qui reste encore? On vous fournira des jurisprudences abondantes dans nos petites notes de plaidoyer. Je demande quels sont les actes attaqués pour qu'il puisse avoir exception d'inconstitutionnalité. Parce qu'on dit que le juge constitutionnel, lui, c'est le juge de la constitutionnalité de l'acte législatif et des actes réglementaires. Et là, nous situons le Code du travail parmi les actes législatifs. Et lorsque nous disons que l'article 321, si on doit s'inscrire dans leur concept, que l'article 321 vise même les personnes morales, nous disons, dans la réflexion du tribunal, par rapport à tous les moyens que nous avons soulevés, si le tribunal considère que la personne morale est visée par cet article 321, nous disons que cet article 321, c'est l'acte attaqué. Parce que la loi qu'on nous applique au cours d'un procès, lorsque cette loi est entachée de l'inconstitutionnalité, votre honneur, il y a exception d'inconstitutionnalité. Nous n'attaquons pas son action. Nous attaquons la loi, votre honneur, la loi tant évoquée, votre honneur, par la partie adverse, qui constitue même le socle de leur action. Nous disons, dans cette hypothèse, cet acte, le Code du travail, dans son article 321, serait en contradiction avec les articles 17 et 34 de la Constitution. Parce que l'article 17 dit que la responsabilité pénale est individuelle. Et même pour la condamnation des amendes, je vous ai versé l'acte constitutif. Vous allez voir dans les actes constitutifs, il y a des membres. Et vous allez voir ce que chaque membre est en train de faire pour conserver le patrimoine et amener un apport. Ça veut dire que les amendes là, ça ne sera pas la personne morale qui payera, mais ça va affecter le patrimoine des personnes privées qui de reste ne sont pas appelées à l'audience. C'est comme ça que ces droits privés doivent être protégés. Votre honneur. Et nous disons dans ce cas, la loi 321, nous savons que cet article ne vise pas les personnes morales. Mais si on doit rester dans leur hypothèse là, dans ce cas, ça deviendrait inconstitutionnel. Mais il y a encore un débat lorsque nous montrons déjà l'acte qui est attaqué. Nous montrons les articles qui sont en contradiction entre le Code du travail et la Constitution. Est-ce qu'il y a encore débat? Parce que nous savons déjà la conséquence, c'est quoi? Le tribunal va décréter la surséance. Parce que c'est une question préjudicielle. On a tenté de dire plusieurs mots sans toucher à l'essentiel. Et on saura toucher à l'essentiel parce que nous sommes devant des évidences. Votre honneur, question de la prescription. L'on dit l'action en matière du travail, cette action est prescriptible 3 ans. Ici nous parlons de l'action publique. Mais si on doit, par l'hypothèse l'impossible, considérer cette action publique qui devient aussi une action en matière du travail, mais toute action en matière du travail doit être d'abord commencée, sanctionnée par le procès verbal de non-conciliation. Si on doit entrer dans ça,
si on doit, même devant le juge pénal, évoquer cette matière civiliste. On confond la procédure civile à la procédure pénale. Ce sont les actions civiles. Ici, nous sommes devant l'action pénale. On dit même les peines d'amende. C'est spécial. Ils sont prescriptibles après une année. Et on peut faire croire au tribunal qu'avec le code du travail qui vient corriger le code pénal, les peines d'amende peuvent aller jusqu'au-delà des 3 ans. Mais dans cette hypothèse, votre honneur, si on doit considérer ça comme action civile en matière du travail, toute action en matière du travail devrait être sanctionnée d'abord par une procédure préalable qui est l'inspection du travail, procès verbal de clôture, de conciliation ou de carence. Mais ce procès verbal doit avoir comme contenu les éléments ici. L'on vous dit qu'il y a prescription parce qu'ils avaient déjà saisi l'inspection du travail. Ils devraient d'abord apporter la preuve de la saisie de l'inspection du travail pour voir l'étendue de l'action devant l'inspection du travail. Qu'est-ce qu'ils ont réclamé devant l'inspection du travail si ça existe cette action? Les juges n'est pas un musicien pour imaginer à leur place. Il ne vous montrera pas ça à votre honneur. Ça n'existe pas. Et si ça existe, ça ne prendra pas en compte ces éléments. C'est pour la toute première fois, le 14 novembre, qu'ils initient l'action pénale, pas l'action en matière du travail. L'action pénale, lorsqu'il y a violation de la loi, on tombe sur l'action pénale. Mais si on dit que c'est une action en matière du travail, où est le procès verbal de carence et de conciliation? Là aussi, on tire la conséquence, on soulève dans cette hypothèse, on tire encore la conséquence pour dire que dans ces cas, l'irrécevabilité pour prématurité. Un enfant né en 6 mois. L'on vous dit avant d'aller au tribunal, il faut procès verbal de carence. Ils n'en ont pas. L'avocat ne sèche pas, on comprend. Mais les arguments de la sécheresse, on sait comment se boiter. Votre honneur, nous avons parlé de la mauvaise direction. On dit le seul fait pour le tribunal de nous identifier suffit pour dire que la personne qui est citée est la même que la personne identifiée. Il craint sur sa propre tombe, votre honneur. Parce qu'au regard de l'identification, le tribunal se rappelle bel et bien compte, parce que nous avons versé la concession, que ce sont 2 personnes différentes. L'identification a permis à l'auguste tribunal de constater qu'il s'agit de 2 personnes différentes. Est-ce que l'identification a complété à la citation directe la forme? Parce que la forme fait partie de la dénomination. Et il y a la conséquence à tirer par rapport à la forme, en ce qui concerne même la condamnation et autres. Vous pouvez juste imaginer si on doit aller avec ces noms-là, et que nous puissions perdre au premier degré. Nous allions en appel. Nous produisons un statut qui va avec ta tête 27 et Asbel pour attaquer une décision qui se limite seulement à ta tête. On va vous dire qu'il y a irrécevabilité de votre appel parce que dans la décision, il s'agit d'une autre personne. Comment on peut nous mettre en difficulté à ce stade ici? Ça, c'est un test. On doit faire proprement les choses. C'est monsieur qui prétend être travailleur. Qu'est-ce qu'il a fait pendant tout son temps de travail? On ne dit pas le motif de sa résiliation. Hein. Si on dit, on comprendra pourquoi on a sollicité 64 000 $ là. On dit que la société ne délinque pas. On lit les jurisprudences. Plusieurs jurisprudences. Mais là, ils sont en train de dire, il y a une jurisprudence qui dit, sauf dans les cas particuliers où il y a une loi qui prévoit. La loi doit dire express verbis, que dans ces cas. C'est comme ça que le principe, c'est societas delinquere non potest. Avec l'évolution, ça devient societas delinquere potest sed non punitis. Ça, c'est l'évolution. On part des écoles, on est sorti de bonnes écoles, sois rassuré. Votre honneur. Dans cette évolution-là, on dit sauf s'il y a des lois particulières. Et on dit que l'article 321, c'est une loi particulière. Là, je crois que c'est ajouté dans la lecture. Parce que l'article 321 ne vous parle pas des personnes morales. Hein. Il parle de quiconque ou de l'employeur. Dans la logique, ils ont dit le code pénal, il n'y en a pas. Le code pénal livre 1, où il y a des principes même généraux. Ils n'ont pas trouvé, ils veulent en créer. L'esprit reste le même.
Le droit pénal congolais sanctionne la personne physique dotée de la capacité de vouloir, de la volonté et de l'intelligence. Il plaira à l'auguste tribunal de considérer qu'il y a mauvaise direction. Parce qu'il y a des noms. Vous allez nous appliquer quel nom? Même si Jésus a transformé l'eau en vin, la décision du tribunal ne va pas transformer notre dénomination. Les miracles de Jésus, c'est dans la Bible. Mais en droit, les A restent A, B restent B. Nous sommes B, la citation c'est A. Mauvaise direction. Votre honneur. Prescription. Il y a prescription parce qu'il s'agit d'une action pénale qui vous parle des amendes. Et si on dit que dans cette action, même les actions en matière du travail qui deviennent l'action pénale, ce n'est pas l'action pénale, on peut constater une infraction là. C'est comme on dit que c'est l'œuvre du ministère public. Et ici, pour parler des défauts de qualité, il disait que non, cette action c'est l'œuvre du ministère public. Non. La citation à prévenir, c'est différent de la citation directe. La citation à prévenir, c'est l'œuvre du ministère public. La citation directe, c'est l'œuvre du citant qui force la main du ministère public. Et malheureusement, dans les cas sous examen, avec des notions qui échappent à la connaissance du ministère public véreux et outillé, vertébré. Votre honneur. À tout état de cause. À tout état de cause, il y a une question préjudicielle. La surséance, nous avons ici. Monsieur le Président, ils vous disent, est-ce que c'est nous, il n'y a pas Asbel? Ils vous disent non, le travail, il le reconnaît. Et si on entre dans le fond, pourquoi on l'a licencié? Mais tout ça, c'est un aveu. On ne veut pas entrer dans le fond, pourquoi on l'a licencié. C'est que vous le reconnaissez. Ah, donc c'est que c'est vous, Tate et Asbel. Mais les réponses sont là, Monsieur le Président. Je suis sûr que Madame la greffière a eu acté. Le contrat de travail même qui gît au dossier. Et l'on n'est plus clair sur la qualité du prévenu ou sur l'identification du prévenu. Pourquoi on verse le pièce dans le dossier, Monsieur le Président? Pourquoi on verse le pièce? C'est justement pour l'identification de la prévenue, pour qu'il n'y ait pas erreur sur la personne. Et nous ne sommes pas dans ce cas. Parce que la prévenue déférée devant vous a reconnu que c'est elle. Et c'est elle qui a licencié la partie citante. Et la partie citante vous a produit même le contrat qui liait les deux parties. Tout est clair. Monsieur le Président. Quel moyen encore à résister? Je suis content parce que le confrère m'a rejoint. Que ce principe a évolué. Ah, très bien. Parce qu'au départ, c'était un autre discours. Que ce principe a évolué. Effectivement, ce principe a évolué. Il vous dit oui, même si ce principe a évolué, est-ce que le Code du travail parle expressement de l'employeur? Ah, mais bien sûr. À l'article 321, le Code du travail parle de l'employeur. Et à l'article 7, il définit ce que c'est un employeur. Ah, mais c'est un tout. Le Code du travail parle effectivement de la personne morale. Il définit à l'article 7. C'est quoi un employeur? Peut être une personne physique, établissement, etc. Une personne morale, c'est défini. C'est dit dans le Code. C'est une loi spéciale qui a fait effectivement évoluer le principe. La personne morale ne peut pas délinquer. Et donc, Monsieur le Président, je dis et je vous remercie. Dans cette action, vous allez dire que la mauvaise direction recevable est fondée. Pourquoi? Parce que la personne morale n'a pas de volonté. Et en droit congolais, la personne morale ne délinque pas. S'il faut parler de la personnalité pénale des dirigeants, il faut identifier la faute de la personne physique s'il est allé ultra petit pour engager sa responsabilité pénale. Il faut voir le préjudice causé par la personne morale et la cause et la personne physique pour... Pardon? Il faut voir le préjudice et voir ce que la personne morale a causé à la personne physique.
pour que la société engage sa responsabilité par le truchement de ses préposés. Et vous allez dire cette action recevable et fondée. Partons pour la deuxième moyen, la prescription. Pour ce moyen, vous allez dire cette action est recevable mais non fondée. Pourquoi? Parce que l'action pénale pour les travailleurs, c'est 3 ans et pour défaut de qualité. En droit congolais, l'article 54 du Code pénal, l'article 54 du Code de procédure pénale, toute personne lésée a le droit de saisir le tribunal. Sur ce plan, nous sommes sur le forme. Et à ce stade, il est quasiment impossible de déterminer qui a qualité, qui n'a pas qualité. Sur ce point, vous allez dire cette action irrécevable et non fondée. Défaut d'intérêt. Il n'y a pas question de déterminer qui a intérêt, qui n'a pas intérêt. Et par ce motif, les documents qui gît dans le dossier ne présentent pas qui ne montrent pas, qui n'a pas, ne démontrent pas, les documents qui gît dans le dossier ne montrent pas la prescription du dossier. Parlons de l'inconstitutionnalité. Pour cette action, l'inconstitutionnalité, nous laissons au tribunal d'examiner cette question de constitutionnalité. Nous avons Fonctionnel d'inconstitutionnalité. Sinon, ce serait un déni. Vous devez donner votre avis. Vous allez dire irrécevable et non fondé la question de l'inconstitutionnalité. Nous avons dit. Merci. C'est moyen de libérer. Après avoir suivi l'avis du ministère public, nous allons vous répondre par écrit. N'est-ce pas? Ok.